Bonjour à tous et toutes. Merci tout d'abord d'assister à ce webinaire que je suis très heureuse de présenter aujourd'hui, enfin, en tout cas d'animer. Aujourd'hui, on va parler de l'amélioration de l'habitabilité en copropriété et sur la saison estivale. Un rapide sommaire tout d'abord des thèmes qu'on va évoquer. Je vais commencer par vous présenter l'Agence parisienne du climat et notre outil Coach CoPro très rapidement. On va ensuite aborder les enjeux et les bonnes pratiques autour du confort d'été, avec quelques rappels, notamment sur les gestes d'usage. On fera également un point sur les aides financières pour s'adapter aux fortes chaleurs. L'idée n'étant pas aujourd'hui de rentrer dans le détail des aides financières existantes, mais plutôt de vous présenter deux aides en particulier autour du confort d'été, à savoir la subvention à la maîtrise d'œuvre de la métropole de la métropole du Grand Paris, pardon, et Coproasis pour la végétalisation. Je laisserai ensuite la parole à Monsieur Laurent Lomonaco, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, qui va vous parler de son expérience en tant qu'architecte. Et ensuite, on aura le plaisir d'écouter Marie-Laure Briet et Monsieur Pascal Fargeot pour un retour d'expérience sur une copropriété du 20e arrondissement. L'idée, c'est de dérouler la présentation en 1 heure et d'avoir à peu près une demi-heure de questions-réponses à la fin pour répondre à vos différentes questions. Et oui, un point pratique, le support de présentation vous sera transmis à l'issue du webinaire. Un point technique également, votre webcam, vous avez pu le constater, n'est pas activé, le micro n'est pas activé non plus. Toutes les questions, vous pouvez les poser via l'onglet questions et réponses. Et avant de commencer, je vous informe quand même que le webinaire sera enregistré. C'est un enregistrement qui a pour but d'être publié ensuite sur notre chaîne YouTube en replay, mais vous ne serez pas enregistré car votre caméra et votre micro sont coupés. Donc pour les questions, c'est via l'onglet questions-réponses. Et elles ne seront pas visibles non plus sur le replay sur YouTube. Pour rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, l'Agence parisienne du climat, c'est une agence qui a été créée il y a maintenant 15 ans, dont l'objectif principal, c'est de mettre en œuvre les plans climat de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris. Donc d'accompagner les ménages du territoire parisien, et pas que les ménages d'ailleurs, dans la transition écologique. C'est également un guichet unique de la rénovation énergétique à Paris, c'est-à-dire qu'on a un espace conseil France Rénov'. Donc au-delà de notre accompagnement à l'échelle de la copropriété, on accompagne aussi des ménages à l'échelle du logement et à l'échelle individuelle. Et on a aussi, au-delà de la rénovation énergétique, beaucoup de sujets annexes, comme la végétalisation, la production d'énergie décarbonée, l'adaptation du bâti, enfin plein de sujets qu'on vient traiter également. Pour répondre à tous ces enjeux que j'ai évoqués précédemment, on utilise principalement la plateforme Coach CoPro, qui est à la fois notre outil de travail pour nous, conseillers et conseillères de l'APC, mais c'est aussi pour vous un centre de ressources où vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur différents sujets. Aussi une source d'inspiration, parce que vous allez y retrouver des exemples de copropriétés rénovées, et puis le lieu où où sont référencés un certain nombre de professionnels qui travaillent autour de la rénovation énergétique. L'annuaire, comme je vous le disais, il référence un certain nombre de professionnels, euh, à la fois, euh, sur, par exemple, un métier particulier, architecte, thermicien, mais aussi en termes de prestations que vous recherchez. Donc, est-ce que vous êtes plutôt en recherche d'un diagnostic, d'une mission de maîtrise d'œuvre, d'une étude de faisabilité sur la végétalisation? Donc, vous pouvez utiliser pardon, cet annuaire pour filtrer en fonction de ce que vous recherchez. Et puis un petit point aussi très rapidement sur les rendez-vous copro, qui sont les webinaires qu'on organise tous les mois sur ce format-ci, qui s'adressent aux copropriétaires parisiens, où on vient explorer toutes sortes de thématiques autour de la copropriété, que vous pouvez retrouver sur notre agenda, où vous avez d'ailleurs l'ensemble de nos événements, et en replay sur YouTube. Pour représenter nos intervenants aujourd'hui, donc moi je suis Outre Estram, je travaille en tant qu'accompagnatrice à l'APC sur les copropriétés, principalement dans le 12e arrondissement, mais aussi sur le 20e et le 11e. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Laurent Alfonso Monaco, qui est architecte et fondateur de l'agence LALM, de Marie-Laure Briet, qui est
présidente du conseil syndical de la copropriété du 238, 240 rue de Belleville et 55 rue du Télégraphe, et de Monsieur Fargeot, qui est secrétaire général de l'AFIT et également membre du conseil syndical au sein de cette copropriété. Pour évoquer maintenant les enjeux autour du confort d'été et vous donner quelques chiffres clés. D'abord sur la question évidente du confort d'été qui se pose de plus en plus, notamment en raison de l'augmentation des températures générales. Pas seulement en été, mais sur l'ensemble de l'année, on a des valeurs médianes à l'horizon 2050 et 2100 bien plus élevées que ce qu'on avait en valeur de référence et il y a une centaine d'années par exemple. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que quand on parle généralement d'un réchauffement climatique à plus de degrés, par exemple, on parle d'un réchauffement à plus de degrés à l'échelle de la planète en moyenne. Mais évidemment, dans les villes, par exemple, on est beaucoup plus vulnérable et la température est susceptible d'augmenter davantage que, par exemple, plus de degrés. Au-delà de l'augmentation des températures à chaque saison et tout au long de l'année, on a la problématique des vagues de chaleur avec un nombre annuel de nuits chaudes. On en a fait le constat très récemment qui augmente d'année en année et un nombre annuel de jours en vague de chaleur également de plus en plus élevé. Et c'est enfin, je pense qu'on le constate déjà, mais ce sont des chiffres quand même, on est sur une augmentation très conséquente et avec beaucoup de problématiques annexes. Donc quelques chiffres maintenant sur l'augmentation des jours caniculaires et nuits tropicales. Donc là, on est sur le cas parisien toujours, où on constate qu'entre 1885, notamment, on était à 10,7 degrés en moyenne sur l'année. En 2085, on pourrait monter à 14,5 degrés Celsius. Sachant aussi que là, on est sur des chiffres plutôt optimistes, qui sont issus du rapport de la ville de Paris, Paris face au changement climatique. On a d'autres prévisions réalisées notamment par Météo France qui sont un peu plus pessimistes pour le coup. Avec l'augmentation générale des températures, donc c'est ce que je disais, on a des phénomènes de chaleur assez intenses qui augmentent en fréquence et en intensité avec des étés de plus en plus chauds, jusqu'à 34 jours caniculaires, donc au-dessus de 30 degrés en 2085 et quasiment 35 jours de nuit tropicale à plus de 20 degrés d'ici le même horizon. Face à ces vagues de chaleur, on a évidemment une grosse problématique au niveau des bâtiments et des logements, comment s'adapter face à ces canicules, puisqu'on a aussi un risque sanitaire assez immense. En 2003, par exemple, on avait 35% des décès qui étaient liés à la canicule, euh, qui étaient survenus au domicile des personnes. Donc force est de constater que on n'est pas forcément à l'abri chez soi, qu'on est dans un habitat dégradé. Euh, Ce risque de décès, il augmente quand on est dans un immeuble ancien non isolé. Il est 3 fois plus grand que dans un immeuble ancien qui a été isolé et 5 fois plus grand que dans un immeuble récent ou bien isolé. Donc de toute évidence, il y a un enjeu majeur à traiter ces vagues de chaleur au niveau du logement. C'est peut-être aussi le moment de rappeler qu'on n'est pas tous égaux et égales face à la canicule. Euh, on a ce chiffre de 4 fois plus de risque de mortalité quand on habite sous un toit, qui est assez parlant, je trouve, sur les enjeux qui se posent actuellement. Un petit point également sur la définition du confort d'été, comment on l'envisage, qu'est-ce que l'habitabilité estivale, pourquoi aussi on s'oriente davantage vers ce terme-là. Le confort d'été, ça qualifie la performance d'un bâtiment à maintenir une température ressentie agréable ou supportable pour ses occupants pendant l'été, mais aussi lors d'épisodes de forte chaleur. Alors, la performance d'un bâtiment, on va s'intéresser au bâtiment et à son environnement proche dans cette définition, mais évidemment, les usages et les comportements autour jouent aussi un rôle. On parle bien de température ressentie, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la température de l'air qu'on ressent à un instant T, mais bien la température ressentie qui est importante à prendre en compte. Et puis, on parle d'une chaleur qui reste agréable dans le cas du confort, voire supportable. L'objectif étant évidemment d'éviter que le corps
rentre dans une situation de stress thermique et qu'on évite un certain nombre de risques sanitaires. Et évidemment, ce confort d'été, il doit prendre en compte à la fois la chaleur telle qu'on la vit actuellement, mais aussi les futurs épisodes de forte chaleur. Euh, les bâtiments d'aujourd'hui, ils doivent aussi répondre à l'augmentation des températures à horizon 2050 ou 2085, comme on l'a vu. Dans la réglementation, cette notion de confort d'été, elle revient notamment via le degré heure d'un confort, avec un seuil à 26 ou 28 degrés. Et ce qui est important aussi à avoir en tête dans ce webinaire, c'est qu'on va parler beaucoup de confort d'été, mais qu'évidemment, on dépasse aujourd'hui un peu la notion de confort, puisqu'on arrive à une question d'habitabilité, de santé publique. Voilà. Et donc, pour adapter les bâtiments aux fortes chaleurs, on va avoir l'occasion d'en reparler tout au long du webinaire, mais on a un certain nombre de leviers à activer. D'abord, de manière très mécanique, limiter les apports solaires en installant par exemple des occultations extérieures, mais aussi isoler sa toiture, isoler les parois par l'extérieur pour augmenter le plus possible le déphasage et retarder l'entrée de la chaleur dans le logement. On vient apporter de l'inertie pour stocker la chaleur le plus longtemps possible. On vient également évacuer la chaleur qui est déjà présente par la ventilation en assurant un bon renouvellement de l'air. On peut végétaliser sa toiture ou ses murs en fonction évidemment des contraintes architecturales et patrimoniales qui se posent. Et puis on peut végétaliser l'environnement puisqu'il y a des vertus à la fois via l'évapotranspiration, donc les végétaux qui respirent et qui transpirent de la vapeur d'eau et qui donc apportent cette sensation de fraîcheur, à la fois parce qu'il y a l'ombrage qui est créé via les arbres, etc. Donc voilà, on a un certain nombre de choses à faire d'un point de vue végétalisation. On peut aussi améliorer son confort thermique avec des brasseurs d'air qui vont pas directement faire baisser la température de l'air, mais apporter une sensation de confort, et qui est d'ailleurs une solution qui est extrêmement répandue dans d'autres continents, typiquement en Amérique du Sud et qu'on a moins mise en place en France, mais qui est assez efficace. Et puis, on va aussi essayer de limiter au maximum les apports de chaleur interne, en limitant les usages qui créent de la chaleur, dans votre environnement. Quelques bonnes pratiques à adopter, puisqu'évidemment quand on parle de confort d'été, ici c'est majoritairement sous le prisme de la copropriété, de solutions collectives, mais quand même quelques rappels à avoir. Cette slide déjà pour vous dire que le confort thermique, c'est une notion qui dépend de beaucoup de facteurs, pas seulement de la température de l'air. On a, le rayonnement au soleil, le rayonnement du sol, on a l'humidité de l'air aussi qui va avoir un rôle extrêmement important. La sensation de fraîcheur, elle peut aussi venir du vent, d'une brise. Euh, et puis après, on a des facteurs vraiment personnels comme le type de vêtements, le type d'activité qu'on est en train de pratiquer, qui vont influer aussi sur notre sensation de confort. Et puis, quelques gestes d'usage à connaître. On a un projet européen au sein de l'Agence parisienne du climat qui s'appelle Ginger, qui a réalisé notamment ces deux fiches. Une pour s'adapter adapter son logement, pardon, son immeuble et son quartier aux vagues de forte chaleur, donc à 3 échelons différents. Et quelques conseils très pratiques, des conseils et des astuces pour faire face à la chaleur en tant qu'habitant. Un rapide point sur les aides financières pour s'adapter aux fortes chaleurs. Donc, comme je le disais en introduction, l'idée, ce n'est pas de faire le panel de toutes les aides financières existantes, mais quand même d'en citer quelques-unes. Donc, déjà, à l'échelle nationale, on encourage énormément la rénovation énergétique globale, qui, on va le voir, peut apporter du confort d'été. Pour ne plus les citer, on a MaPrimeRénov' copropriété, on a les certificats d'économie d'énergie, on a l'éco-prêt à taux zéro, qui sont des aides à chaque fois qui encouragent la rénovation au sens large et pas forcément le confort d'été uniquement. Et puis on a des aides locales qui peuvent aussi être basées sur la rénovation globale, euh, mais qui parfois ont des caractéristiques, enfin des objectifs un peu plus tournés vers le confort d'été, vers la végétalisation, et c'est notamment le cas de deux aides dont je vais vous parler.
La première d'entre elles, c'est l'aide à la maîtrise d'œuvre conception, donc Métropole Rénov'. C'est une aide qui est proposée par la Métropole du Grand Paris pour les copropriétés de moins de 50 logements et qui intervient à l'issue d'une phase de diagnostic, par exemple un DTG, pour préparer le vote de travaux d'une rénovation énergétique globale. L'aide en elle-même, elle est de 10 000 € pour aller concevoir un projet de rénovation globale, mais il y a un sujet sur la végétalisation et l'amélioration du confort d'été, puisque l'aide est bonifiée de 5 000 € dès lors qu'on s'intéresse à ces thématiques-là. Enfin, sous condition d'un certain nombre d'éléments dans les devis, évidemment, mais je fais au plus rapide aujourd'hui. On a également l'aide CoProASIS, qui pour le coup est très centrée sur la végétalisation. Là, c'est une aide qui va à la fois intervenir au niveau des études à la végétalisation pour vérifier la faisabilité et aussi au niveau des travaux, puisqu'elle finance jusqu'à 80% des travaux de végétalisation dans la limite de 30 000 €. Quoi qu'il en soit, pour toutes ces aides, la démarche globale, c'est de s'inscrire sur Coach CoPro. Vous retrouvez ensuite les coordonnées de votre référent, de votre conseiller conseillère à l'Agence parisienne du climat. Et c'est l'occasion de prévoir un temps d'échange avec ce conseiller conseillère et de discuter de votre projet et des aides à mobiliser. Et je crois que c'est tout pour moi. Monsieur Le Monaco, je vais vous laisser la parole. Merci. Une belle entrée en matière avec un beau contexte. De mon côté, je vais enchaîner sur la réalité de terrain parisienne. C'est-à-dire, il y a les recommandations et il y a aussi les enjeux face à une copropriété active et passe à ce qu'on pourrait appeler une chaleur accrue. Alors effectivement, nous concernant, on ne va pas forcément parler de canicule, mais de chaleur accrue, et notamment dans un spectre qui est assez large, qui est justement entre le degré de confort et l'urgence. L'idée, c'est un petit peu de faire un bilan de où on en est, nous, en tant qu'architectes. Suivant, s'il vous plaît. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis architecte. Je suis spécialisé depuis maintenant 20 ans dans l'architecture domestique, c'est-à-dire les bâtiments d'habitation. Et aussi spécialisé en pathologie du bâtiment, ce qui m'a amené aujourd'hui à traiter de ces sujets, puisque d'une certaine manière, on pourrait m'appeler architecte de copropriété. Jusqu'à aujourd'hui, on traitait beaucoup plus des questions d'isolation thermique et d'entretien du bâti. Et il se trouve que le contexte faisant, nous avons dû nous-mêmes nous reformer et avancer sur des questions concernant les chaleurs à l'intérieur du bâti. Je tiens à dire aussi que nous travaillons sur du bâti ordinaire. Ordinaire étant donc pas exceptionnel, même si on est à Paris et que l'ensemble peut être qualifié ainsi. Pourquoi ordinaire? Parce que ça touche le bâtiment d'habitation, que tout le monde est concerné et qu'on parle bien, même s'il y a du patrimoine, d'une transformation active du bâti avec des usagers. Et je me ferai comprendre tout à l'heure quand je parlerai d'usagers. Suivant, s'il vous plaît. Pourquoi je vous parle du bâti? Parce que à Paris, il faut considérer la datation véritablement du bâti. Si on prend sur l'entièreté du bâti parisien et qu'on soustrait les bâtiments qui ont été construits avant 1939, suivant, s'il vous plaît, on s'aperçoit d'une chose, c'est que ça constitue la majeure partie du parc immobilier parisien, hein, qu'il soit public ou privé. C'est ce qui fait, d'une certaine manière, l'exception de Paris et notamment sa condensation et sa fragilité au réchauffement climatique de façon générale, mais aussi à l'exposition des chaleurs. C'est que la ville n'a pas été pensée du tout comme un moment où il fallait évacuer de la chaleur. Les avenues ont été conçues pour des questions militaires.
c'est-à-dire pas du tout orienté dans le sens du vent, ou pas toujours, si c'est plutôt, même plutôt lié à la chance. On a un bâti qui est rénové, restauré à l'ancienne, et donc n'a même pas de capacité ou très peu de base de transformation. On s'inscrit donc sur une histoire qui est beaucoup plus longue que dans d'autres villes en France. Et slide suivant, s'il vous plaît. Euh, et c'est un peu notre sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire, mon premier point, c'est en fait d'essayer d'identifier pourquoi c'est devenu un enjeu majeur. Parce qu'il y a à la fois la construction, mais il y a aussi le constat que le climat change et que cette ville, elle a plusieurs problématiques liées à la réglementation. La première, c'est que pendant 50 ans, c'est-à-dire après la reconstruction, la rénovation énergétique en France, elle s'est vraiment construite autour d'une seule question, c'était finalement comment on conserve la chaleur en hiver et puis surtout comment on diminue les consommations d'énergie énergétique à un moment où les chocs pétroliers commencer à raréfier l'énergie. Aujourd'hui, cette question, elle se transforme et elle s'insère progressivement dans la réglementation. Et en dehors de l'économie d'énergie, aujourd'hui, on commence à intégrer un certain nombre de nouvelles notions, et notamment la question du confort à l'année, c'est-à-dire le fait de ne pas subir les mouvements du climat. Et puis surtout, depuis ces quelques mois, quelques années, on assiste effectivement à un accroissement de ces pics, et donc du coup une forme d'intensité qui prête à l'urgence. Et du coup, les constats, ils sont très clairs, hein. C'est-à-dire, les nouveaux bâtiments, comme les anciens, doivent être solides face à la fréquence des canicules, qui est donc annoncée, à l'allongement de ces périodes. C'est-à-dire que ce n'est plus aujourd'hui des exceptions, et même en termes de longueur de période. Et puis, dans ces notions, il n'y a pas seulement la journée qui rentre en compte. Il y a la nuit, c'est-à-dire le rafraîchissement de nuit, et puis aussi un débat qui se pose sur les solutions individuelles versus les solutions collectives. Et donc, du coup, dans ce webinaire, d'une certaine manière, on enjoint les gens à se poser la question du collectif. En dehors de son économie d'énergie, il va falloir vraiment concrètement comparer les solutions. Mon point, c'est de dire pourquoi concrètement Paris est un cas particulier. En fait, Paris a un problème face à son bâti, une forte densité bâtie, à certains endroits même la plus forte quasiment du monde, une minéralité importante qui est liée au siècle dans lequel elle a été construite, en tout cas reconstruite, et qui fait aujourd'hui son exception architecturale et qui peine aujourd'hui à convaincre de changer d'une certaine manière son esthétique, alors qu'elle a été faite pendant 10 siècles, hein, face aux enjeux qui sont à nous. Sa faible ventilation, évidemment, hein, qui est particulièrement aggravant et qui crée ces îlots de chaleur, mais aussi le choix des matériaux. Aujourd'hui, on pourrait trouver, par exemple, des matériaux alternatifs dont l'esthétique est plus ou moins identique, mais aussi qui respectent voilà, des nouveaux critères de densité et aussi de résistance face à cet événement que nous vivons collectivement et qu'il va falloir euh, traiter avant la catastrophe. Aujourd'hui, on constate même qu'à Paris, finalement, quand on sort de Paris, il y a 10 degrés de différence en moyenne pendant ces épisodes caniculaires par rapport aux zones rurales environnantes. Et donc, on constate effectivement que dans les bâtiments, il y a un problème, et il y a un problème de traitement architectural. Les vulnérabilités, elles sont extrêmement différentes sur le territoire parisien. Donc on ne peut pas établir complètement de grands schémas de rénovation. On est vraiment sur du cas particulier, une analyse profonde du bâti, des îlots, pour comprendre progressivement comment ce bâti fonctionne. Mais globalement, quand même, on identifie de grosses vulnérabilités, notamment pour les immeubles construits avant 1948. Alors, je fais cette scission
très 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 particulière parce que on considère en tant qu'architecte que la construction a fondamentalement changé après la Seconde Guerre mondiale, d'où le fait qu'on date vraiment 1948 comme étant un changement clair sur le mode de construction. Évidemment, le bâti de reconstruction pure qui est des années 50 aux années 75 environ, à peu près jusqu'au premier et deuxième choc pétrolier. Et puis, après, il y a des bâtiments neufs qui ne sont a priori pour l'instant pas la priorité, mais qui, malgré tout, ont montré des extrêmes faiblesses pendant ces épisodes caniculaires que nous avons vécus il n'y a pas plus longtemps que bah, la semaine dernière. Il y a comment dire, des choses en commun. Effectivement, Lou l'a rappelé tout à l'heure, il y a des expositions particulières dans les hauteurs qui sont communes en fait à l'ensemble des bâtiments, hein. Alors avec évidemment des degrés perçus différents. Mais malgré tout, on a des densités qui font que dans un bâti avant 1948, on va avoir des solutions mises en place qui vont être différentes après les années 50. Notamment, bah, par exemple, pour des questions esthétiques, pour des questions de liaison au béton, qui sont aussi des conditions extrêmement aggravantes, mais pour lesquelles on a beaucoup plus de solutions, puisque nous sommes dans l'ère du béton encore. Mais donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de traiter la majeure partie de cet ensemble, et notamment le bâti avant 1948. Slide suivante, s'il vous plaît. En gros, nous, aujourd'hui, quand on fait appel aux usagers, et j'insiste sur le mot usager, puisque ce webinaire, il se destine principalement à des copropriétaires, donc des personnes qui s'intéressent à leur copropriété. Mais en fait, la réalité du parc parisien, c'est que 65% des logements sont des propriétaires bailleurs. Et donc, aujourd'hui, on est face à plusieurs contradictions. La première, c'est quels sont les intérêts des usagers, quels sont les intérêts des propriétaires. Et en fait, la réglementation, elle floute un petit peu cet ensemble. Et nous, en tant qu'architectes, on a des problématiques hein, face à ça. C'est-à-dire qu'on a des remontées d'informations des usagers qui sont extrêmement différentes des copropriétaires bailleurs, qui sont majoritaires dans l'exploitation du parc immobilier parisien. Les usagers, ils nous disent quoi? Ils nous disent bah, que on a des problèmes pour dormir, qu'on a des pics à l'intérieur des logements qui ne permettent pas d'y travailler ou en journée même, qu'il y a une vraie volonté de ne pas acheter de climatiseur. Et donc ça, c'est quand même quelque chose que même la semaine dernière, pendant les pics à 40 degrés, on avait des UGT qui nous demandaient des systèmes alternatifs, tandis que tout le débat s'est porté pour autant sur la climatisation, qu'on va revoir tout à l'heure d'ailleurs dans cet ensemble. Et évidemment, on a malgré tout les usagers, évidemment qui sont propriétaires et habitants, là pour le coup nous font remonter une notion de valeur du bien, d'esthétique et évidemment de réduire le plus possible, et ça c'est commun à l'ensemble des usagers, de réduire les dépenses énergétiques. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les indicateurs qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, et j'ai perçu une des questions dans le chat qui était mais pourquoi le DPE ne prend pas en compte l'ensemble de tout ça? Mais en fait, ça s'explique par l'histoire de la construction de la réglementation, hein. Aujourd'hui, on a des DPE qui ne servent principalement qu'à louer ou à vendre. Donc, on favorise d'une certaine manière, non pas l'habitabilité, mais une approximation de l'habitabilité par rapport à la valeur du bien. Donc aujourd'hui, par exemple, ces indicateurs, ils sont intéressants, mais ils ne permettent pas de faire évoluer la question de manière extrêmement fondamentale avec les copropriétaires. Vu les épisodes qu'on est en train de vivre, il semblerait quand même que aller dans cette direction, de prendre en compte le confort d'été de manière un peu plus à bras-le-corps, semble quand même en perspective. Mais malgré tout, quand on prend les questions, et notamment de l'indicateur DH, donc c'est-à-dire l'indicateur de la réglementation environnementale 2020, en fait, on commence à comprendre que il faut se rendre compte que aujourd'hui, la seule demande, c'est de faire en sorte que les logements restent entre 7 à 25 jours d'inconfort maximum par an. Alors, comment on définit l'inconfort avec évidemment une question de température intérieure qui reste entre 28 et, enfin, qui ne dépasse pas entre 28 et 26 et 28 degrés, pour une nuit, ça reste quand même malgré tout extrêmement élevé. Donc, on a face à ça
face à ces usagers, on a plusieurs types de leviers. Et personnellement, même, je dirais même plutôt professionnellement, côté architecte, on va les scinder en deux grandes catégories. La première, c'est les leviers d'urgence, hein, c'est-à-dire tous ceux qu'on a vus la semaine dernière. Et ce webinaire, il a pour but effectivement de voir la seconde partie qui sont les leviers collectifs. Mais il faut ne pas ignorer qu'il existe des leviers d'urgence individuels. Ne rien faire, la question c'est est-ce que vraiment on y croit? Il se trouve qu'on est à l'Agence parisienne du climat, évidemment que nous n'y croyons pas. La climatisation individuelle, qui est un levier comme un autre, qui, d'utiliser de manière parcimonieuse, peut tempérer certains logements, mais avec des conséquences qui sont extrêmement néfastes sur l'ensemble du bâti. Évidemment, il y a des grands cas qui sont des objets collectifs, et je pense notamment aux écoles, etc., où là, ça ne pose pas de questions, hein. Il va falloir aussi avoir une politique un peu plus long-termiste. Mais concrètement, sur la climatisation, aujourd'hui, on sait que dans une courette, les évacuations d'air dans une courette, elles font augmenter de 3 à 6 degrés une courette, et donc en empêchant les voisins aussi de profiter du renouvellement d'air nocturne. Donc on sait que cette climatisation, elle est impossible à mettre en place. Il y a des villes comme New York, etc., qui ont recours énormément à la climatisation. On voit bien que la rue, elle, est extrêmement chaude et donc empire le problème. Donc, alors que c'est celle qui apporte d'une certaine manière le confort immédiat, c'est aussi celle qui nous plonge le plus loin possible dans l'incollectif, hein, dans l'individuel. On a vu aussi, et ça c'est vraiment des choses qui nous ont été remontées par les copropriétés qu'on gère, on a eu aussi sauvagement, d'une certaine manière, l'exploitation des sous-sols. C'est-à-dire qu'on a naturellement des usagers, locataires, propriétaires, occupants, qui ont commencé à investir les sous-sols. Alors évidemment avec des grands risques, hein. On a dû effectivement intervenir dans certains immeubles, mais en cas de fort pic, ça pose des questions de réaménagement de sous-sol, de places de parking, pour pouvoir utiliser ces espaces-là. Même si vous pensez que votre cave est saine, il faut vous rendre compte que nous sommes à Paris, qu'il y a des fortes pollutions aux métaux lourds dans les caves et qu'il n'y fait pas bon d'y rester. Ce qui pose aussi, hein, d'ailleurs, des problèmes de gestion pour trouver des nouveaux appels d'air, hein. Aujourd'hui, il y a des questions qui peuvent se poser sur l'utilisation de l'air des caves, etc., mais ça demanderait une filtration. Donc, l'exploitation des sous-sols, aujourd'hui, elle est individuelle, localisée par copropriété, ce n'est pas généralisable et il n'y fait vraiment pas bon d'y rester, mais ça reste des leviers individuels qu'on a pu percevoir ces dernières semaines. Il y a dans les choses qui commencent à être efficaces les protections individuelles. Alors par protection individuelle, on entend évidemment l'ensemble des couvertures de survie, etc. aux fenêtres. Ce sont des leviers qui sont extrêmement efficaces, mais qui ne rentrent pas dans la question du bâti. Et surtout, pour qu'elles soient vraiment efficaces, il faudrait les étendre de manière collective à l'ensemble d'une copropriété. Et on se rend bien compte que ce n'est pas durable, hein. En dehors des déchets que ça produit, il y a aussi tout ce que on ne peut pas construire une ville avec des morceaux de fortune. Donc, d'où le fait que les solutions individuelles peuvent être efficaces, mais elles ne vont pas dans le sens de l'architecture, ni même d'une volonté collective de transformer les choses durablement. Et enfin, il y a une notion qui est peut-être une des meilleures des installations individuelles, qui est évidemment la ventilation individuelle. Alors je précise DEF, un double flux, qui permet effectivement, hein, de retravailler les aires personnelles, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment à l'intérieur du logement, et donc qui permet aussi de rafraîchir, d'activer dans le logement la ventilation nocturne et qui permet aussi de faire des échanges thermiques. Alors, il faut savoir que si tous les copropriétaires et tous les usagers dans une copropriété commencent à mettre en place la ventilation individuelle, bah, c'est aussi une surconsommation, hein, qu'on va avoir à l'échelle même de l'immeuble, alors que la centralisation collective, elle permet véritablement d'automatiser et donc de réduire aussi l'impact de consommation qu'on peut avoir sur un immeuble entier. Donc,
Les leviers individuels d'urgence, ceux qu'on a vus hein, clairement dans les médias les dernières semaines, oui, il y a des efficacités. Mais en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on se pose comme question en tant qu'architecte et donc gestionnaire finalement un peu du bien-être d'une copropriété d'un point de vue bâti et bâtimentaire, c'est de faire remonter en fait les usages et de démontrer qu'ils sont communs et que pour le coup, de façon collective, on peut faire quelque chose. Les leviers qui sont réellement efficaces, ce sont tous les leviers collectifs, et j'en ai rajouté deux autres dans le... Ensuite, le premier vraiment gros levier, c'est évidemment la protection des toitures. Lou l'a rappelé tout à l'heure, la mortalité est effectivement beaucoup plus importante sous les toits. Elle permet de réduire les pics de chaleur, et en fait, l'ensemble des logements sont impactés. On entend souvent cette dure rengaine de dire que seuls les appartements du dernier étage sont touchés. C'est vrai, hiver comme été, plus on isole la toiture, plus on la protège du soleil. Et au final, l'ensemble des copropriétaires se retrouvent avec des pourcentages évidemment moins élevés. Mais lorsqu'on évite la cocotte minute en haut, on évite aussi la stagnation des airs en partie basse. Donc la toiture, c'est une vraie priorité. Et pour moi, les leviers, ces leviers-là, ils sont cumulatifs. C'est-à-dire qu'il faut les faire dans l'ordre. On ne va pas aller traiter des protections solaires si on n'a pas traité la toiture. On ne va pas aller traiter l'isolation thermique vers l'extérieur si on n'a pas traité la toiture et les protections solaires, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça a un effet logarithmique. Si j'ai d'abord traité la toiture, j'ai protégé la toiture, puis je m'occupe des protections solaires extérieures, puis de l'isolation thermique, etc. Et ça fonctionne pour le coup hiver comme été. Plus on arrive à traiter ces points-là, et plus on a un effet, je dirais, boule de neige sur les efficacités générales apportées à l'ensemble de la copropriété. Donc, dans le cadre de la toiture, c'est assez clair, hein, l'isolant, il est capital, il est même structurant dans la gestion d'un immeuble. Les protections solaires, là, pour le coup, on peut avoir des leviers qui sont très, très différents en fonction des types de copropriété, des architectures de copropriété, des choix même d'orientation de la copropriété. Ça va effectivement de changer la couleur qui, pour moi, est le point zéro, hein, c'est-à-dire que le problème de base d'avoir une ville qui a du métal sur toutes les toitures, eh bien, c'est que bah, ça accumule la chaleur et que ça la diffuse absolument partout. Hein. Déjà, rien que le changement de couleur aujourd'hui, on sait qu'on peut, sur certains bâtiments, on peut avoir jusqu'à 30 degrés perçus sur la toiture, 10 degrés en dessous. Il n'y a pas photo, il va falloir faire quelque chose. Ça, c'est très très clair. Et pour moi, c'est le degré zéro hein, d'adaptation sur ces questions-là. Et évidemment, derrière, il y a toutes les protections qui sont liées aux fenêtres pour éviter que le soleil rentre à l'intérieur des logements. Aujourd'hui, il faut considérer que 1 mètre carré de vitrage exposé, c'est un radiateur de 500 watts par heure. C'est-à-dire que concrètement, vous accumulez de la chaleur. Donc effectivement, les protections solaires extérieures, lorsque ça touche votre sol, en réalité, bah, en fait, vous envoyez de la chaleur à l'intérieur de l'immeuble qui le transmet par sa structure aux voisins d'à côté. Donc ces solutions, il faut les généraliser à l'ensemble de l'immeuble. Aujourd'hui, on sait faire, hein, c'est juste une question, avec même des très petits budgets, la question de la généralisation des stores, elle est extrêmement importante, elle est extrêmement facile à mettre en place. Avec un budget de 20 000 euros, on arrive déjà à faire quand même beaucoup de choses pour diminuer de 2 à 3 degrés l'ensemble des logements. Et évidemment, alors là, je m'inspire d'une autre ville qui est la ville de Berlin. Il existe aussi des protections végétales en créant des balcons. On a un plan local d'urbanisme à Paris qui est extrêmement intéressant pour produire des balcons qui permettent à la fois de faire des protections solaires et de créer des extérieurs et des meilleures ventilations dans les logements. Et donc ça, il va falloir les étudier de manière générale, comme on convertit ces immeubles. Souvent, on m'oppose hein, le côté, le critère, je dirais, patrimonial de nos immeubles. Il faut se rendre compte que au moins 50% des immeubles parisiens sont des immeubles faubouriens, en tout cas de type faubourien, puisque un peu plus long que ça, et que l'ensemble des cours ont très très peu d'intérêt architectural, tellement ils sont nombreux. Et donc on peut retravailler ces façades avec un respect évidemment de l'architecture, mais on peut les retravailler et les protections solaires, elles sont vraiment faciles à mettre en place.
Évidemment, le troisième volet, c'est l'isolation thermique par l'extérieur. Ça, il n'y a pas de discussion impossible. Aujourd'hui, on sait refabriquer des décors extérieurs sur une façade. Aujourd'hui, on est capable de faire des opérations qui sont invisibles à l'œil nu d'un point de vue architectural. Et c'est évidemment aussi un, comment dire, une manière d'arriver à un point de convergence. Je m'explique. Si on commence par l'isolation, ce qui ont tendance quand même à voter le plus les copropriétaires de façon générale, vous allez potentiellement aggraver votre problème en été. Puisque si vous n'avez pas de protection solaire extérieure, la chaleur ne pourra moins vite s'évacuer en été. Donc c'est très bien en hiver, c'est-à-dire qu'on accumule de la chaleur en hiver et on en perd le moins possible en hiver. Le problème, et ça on le constate vraiment sur les copropriétés qui ont refusé les protections solaires parce que c'était un peu le gras du budget, aujourd'hui on le regrette fortement parce que pour le coup on a des logements qui se retrouvent comme une cocotte minute dans un isolant puisqu'on accueille la chaleur de l'été sans pour autant pouvoir l'évacuer. Et donc l'immeuble, lui, continue en fait à emmagasiner cette chaleur. Et c'est pour ça qu'il est seulement en troisième position hein, sur notre hiérarchie, en tout cas des priorités pour traiter le confort d'été. Un quatrième point qui commence enfin à prendre de l'ampleur et notamment à être compris par l'ensemble des copropriétaires parce qu'il a été vécu ces dernières semaines directement par les copropriétaires et les usagers de façon générale, c'est la ventilation nocturne. Activer la ventilation nocturne, c'est quelque chose qui est très 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 différent d'activer la ventilation tout court pour évacuer l'humidité. Cette ventilation, en fait, il faut la viser mécaniquement, collectivement et avec plusieurs types de programmes. Il peut y avoir des CTA, donc des centrales de traitement d'air, qui permettent aujourd'hui d'être cachées dans une partie des combles, qui permettent aussi un petit peu de généraliser à travers et en passant par les anciennes cheminées pour pouvoir aller dans chaque appartement et donc activer les ventilations qu'on peut vraiment amplifier en cas de canicule. L'avantage de ces centrales, c'est que aussi elles sont beaucoup plus tenaces que les climatiseurs en cas de chaleur. Hein. Ce sont des appareils qui sont faits pour être exposés, qui ont assez peu d'entretien de façon générale, contrairement aux climatiseurs qui, eux, en fait, vont, au bout d'un moment, rompre avec l'environnement et donc ne vont plus pouvoir délivrer du frais. Et enfin, et ça, l'APC l'a très très bien rappelé tout à l'heure. Et évidemment, la végétalisation, ça reste malgré tout bah, le point le plus difficile pourtant à mettre en place dans les copropriétés et qui est perçu souvent comme de l'esthétique, mais qui est quand même aujourd'hui la chose la plus efficace. Aujourd'hui, on sait que sur un îlot de chaleur, c'est la solution qui permet à certains endroits parfois d'aller à -13 degrés. Alors que la ventilation nocturne, je l'avais noté, l'ombrage, on va être à peu près à -3 degrés. L'isolation thermique par l'extérieur, c'est -1,4. Les protections solaires, alors là, en fonction de l'exposition, ça peut aller de 1,8 à 3 degrés. Donc, en réalité, la végétalisation du bâti, elle est primordiale dans le cadre des cours. Et puis, c'est un sujet qui est peu traité. Et moi, qui me paraît fondamental quand on traite une copropriété, c'est de considérer la communication locale. C'est-à-dire que dans les projets de copropriété, on exclut très souvent les commerces, qui sont pourtant un des premiers producteurs de chaleur dans les cours à travers leur centrales. Ces centrales qui parfois, en fait, pour certains, doivent militer pour pouvoir les mettre en toiture. Aujourd'hui, les cours, il va falloir les ventiler et à revoir des appareils dans les cours. Et ben, en fait, ça empêche aussi l'ensemble des copropriétaires de profiter de la fraîcheur de fin de journée ou de nuit. Et donc aujourd'hui, moi j'invite fortement à chaque fois hein, sur les copropriétés à discuter avec les commerces
encourager le changement de type de climatisation lorsqu'il y a des climatisations pour certains gros magasins. Notamment, on parlait de Fraîcheur de Paris il y a quelques temps. Fraîcheur de Paris, aujourd'hui, on ne peut pas généraliser Fraîcheur de Paris, c'est-à-dire la climatisation via une transformation et un puisement d'énergie dans la Seine. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on ne fait pas mieux sur le territoire de Paris, hein, en dehors des arbres, j'entends. Donc, accompagner aussi les transformations uniquement des commerces, ça me paraît un gros fondamental sur notre survie générale pendant ces pics. Et puis surtout, en fait, les commerces ont aussi des leviers financiers qui sont peut-être pas aussi ceux de la copropriété, qui peuvent avoir des aides différentes de la ville de Paris, etc. Donc, encourager la discussion avec les commerces, ça me paraît un gros fondamental à traiter, en tout cas en ouverture d'esprit, lorsqu'on traite un projet de protection à la chaleur. Et puis, il y a une spécificité aussi à Paris, c'est son foncier. Son foncier, aujourd'hui végétalisé, ça demande aussi de considérer les voisins, les copropriétés voisines. Concrètement, je vous ai donné un exemple là, du 12e arrondissement. On a une dizaine d'immeubles qui sont incapables de planter un arbre parce que la division du foncier est improbable. On a des cours en triangle, tout le monde profite du même air. Et il n'y a pas une copropriété qui se sent lésée si en fait on met en place un arbre à un endroit, etc., etc. Donc il va falloir réfléchir aussi à la gouvernance de nos cours. Aujourd'hui, on parle très bâtimentaire, c'est-à-dire comment on fait pour nous et essayer d'avoir le plus de frais possible. Aujourd'hui, il va falloir aussi réfléchir en foncier pour pouvoir aller plus loin sur cette question-là. On parle de végétalisation, de murs végétaux. Et ça va même plus loin, parce que quand on commence à mutualiser, on a aussi des coûts qui se rabaissent énormément, hein. C'est-à-dire que végétaliser une cour à quatre copropriétés, c'est pas la même chose que faire son bout de terrain, alors qu'on pourrait trouver des locaux vélos, des locaux de technique, etc., de manière commune. Donc il va falloir aussi reconsidérer à l'avenir de discuter enfin avec les voisins et retrouver une autre forme de gouvernance qui est complémentaire de la gouvernance de l'immeuble, hein. Puisque on parle de l'extérieur, l'extérieur, il va falloir le gouverner différemment d'une copropriété. Alors j'entends déjà les questions hein, euh, qui sont évidemment de dire bah, c'est déjà suffisamment difficile de gérer une copropriété. Oui, c'est vrai. Mais en l'occurrence, ce défi, il s'impose quand même à nous tous sur les îlots de chaleur, vraiment pour ce cas parisien qui est très particulier, avec une construction particulière et aussi une manière d'habiter qui est très particulière. Donc en conclusion, je dirais, et ce sera la slide suivante et la dernière, que ben, ça demande vraiment de la communication. Concrètement, la résilience estivale, c'est une combinaison de l'ensemble des solutions. On ne peut pas aujourd'hui, alors que sur la gestion du froid, on a pas des solutions toutes faites, mais on sait très bien comment ça fonctionne. Gérer le soleil, c'est très différent. On a une inertie qui est complètement différente. On a des apports qui sont complètement différents, des expositions mortelles qui sont vraiment complètement différentes. Et donc, ça va demander deux grands défis. La première, c'est évidemment bah, de savoir cumuler et bien gérer cette protection. Et puis, le dernier point, c'est vraiment la communication, que je vais répéter trois fois, communication. Voilà, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Je vais laisser la parole du coup à Marie-Laure Briet ainsi que Pascal Fargeau pour la suite. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Donc, je suis Marie-Laure Brier. Merci beaucoup à Madame Tristram pour c'est déjà cette invitation à ce webinaire. On est très content de pouvoir vous faire un retour d'expérience sur notre copropriété. Et puis à Monsieur Lou Monaco aussi pour plein d'éclairages, plein de leviers qui s'appliquent totalement à notre problématique. Donc, je suis à côté de Pascal Fargeau, enfin virtuellement, hein, qui, je te laisse te présenter. Merci. Oui, bonjour à tous et à toutes.
Donc, nous allons, Marie-Laure Brier et moi, vous parler de notre immeuble que vous voyez ici. Si on peut mettre la première diapo, merci. Voilà, donc qui est un immeuble à 3 entrées, hein, puisque nous avons 2 entrées rue de Belleville et puis une entrée rue du Télégraphe, quoi. Alors, je voudrais aussi remercier Monsieur Le Monaco de sa présentation, parce que je pense que vous allez retrouver beaucoup de ses préconisations qu'il nous a données. Déjà, vous voyez ici l'immeuble à gauche avant et puis après travaux, et vous pouvez constater en effet que ça n'est pas du tout la rénovation qui a été mauvaise pour l'immeuble, puisque je pense qu'il est même plus beau qu'il n'était avant. Et puis également, on verra, je suis très heureux que nous ayez parlé du problème local des voisins dans la dernière diapositive de notre présentation. Je pourrais largement vous en parler. Donc, ici, ce que je vais peut-être faire, c'est vous donner quelques dates clés sur cette opération. D'abord, la décision de réaliser une audit énergétique a été prise en 2016. En 2017, on a fait faire un audit énergétique par la société Reanova, laquelle nous l'a rendu en septembre, avec également une participation déjà de cette réflexion de Solia. On a perdu un petit peu de temps en 2018 parce qu'on a changé de syndic, mais dès 2019, on faisait le choix de la maîtrise d'œuvre, qui est le bureau d'études ABC Domus, et puis donc tout de suite derrière, en 2020, des entreprises, avec la vote du budget correspondant, bien entendu. En 2021, on a fait une préparation des travaux, et en 2022 débutent véritablement tous les travaux de rénovation, isolation, etc. Ils ont duré jusqu'en fin novembre 2025, hein, date à laquelle on a fait la réception des travaux. Et en 2026, on a fait des levées de réserve, il y en a toujours pour des travaux aussi importants, hein, de manière à pouvoir donner tous les documents nécessaires à Solia pour qu'ils puissent faire les demandes de subvention, ce qui s'est fait donc les demandes ont été faites en avril 2026 et nous attendons maintenant. Alors, si je vous ai donné toutes ces dates, c'est parce que, comme vous avez pu le constater, il a fallu 10 ans entre les premières études et la fin des travaux, ce qui est quand même beaucoup. Alors, certes, on a eu des retards dus à des imprévus, mais il y en a toujours dans ces cas-là, hein. On a eu des difficultés sur les autorisations d'échafaudage, des difficultés qui ont été assez longues à obtenir. Des travaux qui n'étaient pas prévus par le métro sur la nouvelle ligne 11, l'allongement de la ligne 11, hein, des travaux devant l'immeuble qui nous ont occasionné un retard de près de 2 mois dans nos propres travaux. Et puis, on a eu aussi un problème de dimensionnement aléatoire des fenêtres qui a forcé l'entreprise à refabriquer de nombreuses persiennes. Donc, ce qui là aussi nous a apporté pas mal de retard. Voilà. Alors, en ce qui concerne le financement, Marie-Laure, je te laisse la parole. Oui, donc la copropriété a donc pu bénéficier de nombreuses aides sur un total de travaux de 2 257 millions d'euros. Les subventions ont représenté une somme totale de 825 000 euros, avec des aides locales en provenance de la ville de Paris à hauteur de 385 000 euros, j'arrondis, et en provenance de l'ANA de 300 000 euros. On a également eu des aides individuelles à la fois de la ville de Paris et de l'ANA en fonction des dossiers des copropriétaires demandeurs et à hauteur de 145 000 euros. On a également, donc tous ces dossiers ont été préparés avec Solia, qui a été très investi à nos côtés pour à la fois la demande initiale et ensuite la demande des soldes, de soldes des subventions qu'on vient d'avoir confirmation. On a également mobilisé des prêts auprès de la société Domofinance à hauteur de 662 000 euros avec des prêts éco-PTZ, donc prêts à taux zéro pour un montant de 330 000 et puis le reste, donc la moitié, sur des prêts solo, Domo Solo. Le taux d'aide, grosso modo, est de 37% pour un foyer, pour un appartement, un logement de 57 mètres carrés, et donc un reste à charge de 25 000 euros, grosso modo.
Le rapport d'audit de Renova dont je vous parlais précédemment, de septembre 2017, a classé notre immeuble sur les diagrammes que chacun commence à connaître, en catégorie E pour ce qui est de la consommation d'énergie primaire, la consommation d'énergie primaire, et en catégorie F sur ce qui est l'émission des gaz à effet de serre. Bon. Alors, sur les conseils de notre maître d'œuvre que nous avons choisi, qui est le bureau d'études ABC Domus, on a adopté un scénario proposé par Reanova, qui est celui qui vous est présenté sur les deux diagrammes du dessous, qui fait donc remonter les performances, alors successivement pour ce qui est des consommations d'énergie primaire, on passe donc de E à C, et pour ce qui est sur l'émission des gaz à effet de serre, on passe, comme vous le voyez, de F à D. Si on regarde bien, si vous regardez les chiffres que vous voyez, 116 sur 237, 32 sur 65, on a vous a été demandé, et on verra sur les nouveaux calculs si ça a bien été obtenu, mais il semblerait bien que oui. On a donc divisé par 2 les consommations en énergie primaire ainsi que l'émission des gaz à effet de serre. Marie-Laure, je te laisse présenter Oui. le programme de travaux global et puis je viendrai en plus dans le détail après. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là, du coup, on rebondit sur les préconisations de Monsieur Lou Monaco également. Donc on a eu donc le programme de travaux, c'était un bouquet de travaux avec l'isolation thermique par l'extérieur, l'amélioration du système de ventilation, l'isolation thermique de la toiture et les travaux d'étanchéité sur notre toit, terrasse et sur les terrasses babyloniennes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a 3 étages de terrasses babyloniennes. Ça veut dire des terrasses en retrait, mais Pascal vous en parlera certainement un petit peu plus loin. On a changé les persiennes, donc les occultations solaires. On a remplacé les menuiseries collectives dans les cages d'escalier. On a 3 grandes bandes, 3 grandes hauteurs sur 11 étages de cages d'escalier avec... on a fait changer toutes les fenêtres. On a fait également changer les portes d'entrée avec des sas. Enfin, pas avec des sas, pardon, avec des portes très, très lourdes. Et en ce qui concerne les fenêtres individuelles, certains copropriétaires ayant déjà des doubles vitrages, on a juste proposé une incitation au changement des fenêtres double vitrage dans le cadre du changement justement des menuiseries collectives. On a négocié un prix préférentiel. En théorie, du coup, les travaux ont permis à la copropriété d'atteindre un gain énergétique de plus de 40%. On verra les chiffres un petit peu plus tard. Alors, pour reprendre donc tous ces travaux les uns après les autres, donc on a eu successivement les travaux d'étanchéité, les travaux de ravalement isolation, les travaux garde-corps, fermeture persienne, et enfin la ventilation. Donc tout d'abord, l'étanchéité. Bon, les 3 immeubles, on l'a vu, datent des années 50, 55 exactement. Et donc, il s'est trouvé de nombreux problèmes d'étanchéité, pardon, qui étaient à reprendre, à entreprendre. Alors surtout, comme l'a dit Marie-Laure, sur les 3 étages de terrasse babylonienne, et puis sur la toiture, et en divers endroits, afin que cette isolation ne soit pas endommagée s'il y avait quelques fuites par-ci, par-là, et il y en avait. Alors, les travaux de ravalement et d'isolation. Bon, le ravalement, c'est très simple, c'est un lavage, décapage, des enduits, reprise de maçonnerie. Et donc, l'isolation, c'est une isolation, Monsieur Le Monaco nous en a parlé tout à l'heure, qui est bien entendu pose en extérieur, d'ITE, isolation thermique extérieure. Alors, c'était des panneaux de laine de roche de 130 mm, dans 13 cm d'épaisseur, avec une résilience thermique qui se calcule en fonction de la conductivité thermique de l'isolant, de 3,88. Bon, ça dit rien comme ça, mais c'est exactement ce qui est préconisé dans ce genre de travaux. Avec donc, bien entendu, une réduction des ponts thermiques, dans la diapo d'avant, on voyait un peu les ponts thermiques, il y en a un petit peu partout. Et donc,
un ITE à l'identique pour préserver l'aspect de la façade initiale, c'est ce que disait M. Le Monaco, et vous l'avez vu sur les deux immeubles qu'on vous a présentés tout à fait au début. Alors, nous arrivons maintenant donc à tout ce qui est garde-corps, barre d'appui, fenêtres et persiennes. Il y a donc des garde-corps sur les terrasses et le toit. Les terrasses situées, donc, comme vous l'a dit Marie-Laure, aux 3 derniers étages. Donc, on appelle ça des terrasses babyloniennes parce qu'elles sont en dégradé, comme l'étaient les fameux jardins de Babylone. Hein, c'est pour ça que ça porte ce nom. Sur le toit, il n'y avait pas de garde-corps du tout. Et d'ailleurs, nous étions en pleine illégalité, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas monter sur le toit normalement. La sécurité n'était pas respectée. Alors, en ce qui concerne les menuiseries, comme vous le disiez Marie-Laure, donc les doubles vitrages qui n'étaient pas en place sont restés à la charge des copropriétaires. Hein. On avait fait quand même un appel d'offres avant, on a proposé des prix intéressants pour toute la copropriété. Donc, on a remplacé la totalité des persiennes qui étaient dans un plastique très, très, très dégradé, hein, par des persiennes accordéon en aluminium et posées donc sur la totalité des ouvertures. Il y avait parfois quelques ouvertures où il n'y avait pas du tout de persiennes, et on en a mis partout, avec ce qu'on appelle pour celles dans les cuisines, on peut passer successivement, si vous voulez bien, madame, voilà les persiennes qui sont en accordéon, voilà, on peut continuer. Et voilà, tout à l'heure, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une question sur qu'est-ce que sont les persiennes en projection. Ben, vous les avez exactement là, c'est-à-dire ce sont des persiennes classiques, hein, mais qui permettent à la fois d'avoir une lumière, ils sont utilisés ici chez nous pour les cuisines, hein, tout en n'ayant pas le soleil. Hein. Je crois que la pause suivante, on voit une photo de cette personne à projection. Donc, si vous voulez passer la photo d'après, on va voir cette… Voilà, vous voyez, la personne est ouverte et ça permet quand même, tout en étant protégé, de pouvoir travailler, si je puis dire, dans sa cuisine. Alors, ce système de projection était quand même resté à la charge du propriétaire, mais si je me souviens bien, il y en avait pour 300 €, ce n'était pas quelque chose d'énorme. Alors, la ventilation, on en a parlé aussi, c'est quelque chose évidemment de très, très important. Alors, il faut savoir que nous avons supprimé ce qui était précédemment la ventilation par pièces séparées. Chaque pièce était un petit peu indépendante. On l'a remplacée par une ventilation générale et permanente du logement, une ventilation qu'on appelle hygroréglable, basse pression, on verra après pourquoi. On a mis en place des dispositifs d'entrée d'air extérieur par percement dans le haut de fenêtres, hein, et mis donc des entrées d'air. Le haut des fenêtres, des pièces, ce qu'on appelle les pièces les moins polluées, entre guillemets, c'est-à-dire salle à manger, salon et chambre. Voilà. Ensuite, on a évidemment obturé toutes les ventilations basses existantes dans les pièces dites humides, c'est-à-dire les cuisines, les WC et les salles de bain. Et on a donc posé des bouches d'extraction hautes dans ces pièces humides, hein, des bouches qu'on appelle hygrorégulées, c'est-à-dire elles s'ouvrent et se ferment suivant le taux d'humidité. Hein. Mais il n'y a pas de moteur, et c'est simplement par des espèces de feutres, si vous voulez, qui font ouvrir ou fermer ces bouches d'extraction. Et ces bouches sont reliées aux conduits de ventilation de l'immeuble, qui étaient déjà en place et que, bien entendu, qui ont été vérifiés, complétés, refaits à certains endroits d'ailleurs. Voilà. Alors après, la dernière chose qu'on en a fait, c'est ce qu'on appelle le détalonnage des portes des appartements. Dans chaque appartement, on est allé faire un détalonnage des portes, c'est-à-dire c'est en fait un rabotage d'environ 1 centimètre, 1,5 centimètre, afin de permettre un flux d'air permanent et que ce flux ne soit pas arrêté par les portes de salle à manger, de chambre, etc. Quoi, hein. Voilà, on a donc tout repéré, bien sûr, et vérifié tous les conduits d'aération, je vous l'ai dit, hein, sachant qu'il en existe un par immeuble, donc 3 au total, puisqu'il y a trois immeubles, en quelque sorte, 3 entrées. Et puis, dernière chose, c'est une installation sur le toit, en débouché des conduites, d'un ventilateur basse pression, qui donc, du coup, est basse consommation, et également est à faible bruit et qui n'est absolument pas gênant, même pour les derniers étages. Voilà.
Donc, quelles sont les conséquences bénéfiques de tout ça? Marie-Laure, tu nous l'exposes? Oui. Donc, du coup, voilà notre bel immeuble une fois les travaux réalisés. Vous voyez qu'il a la même allure, hein, mais indubitablement, il est rajeuni. Un rajeunissement de l'immeuble et une augmentation de sa valeur marchande, hein, de nos biens. La qualité de vie en a été améliorée, alors en été comme en hiver, même si effectivement on pourra en parler, les difficultés de la canicule se sont quand même fait sentir. Hein. Une mise en conformité, puisque nous avions une injonction de ravalement qui nous avait été transmise par la mairie de Paris, puisqu'on n'avait pas rénové, fait de ravalement depuis une trentaine d'années, je crois. Hein. Et puis, alors, constat tout à fait pragmatique, hein, au niveau de la consommation du volume de gaz, on est passé de 2020, donc avant les travaux, à 2025 l'année dernière, à une baisse de 44%. Donc un gain indéniable sur la consommation d'énergie primaire et puis un gain financier puisque cette baisse s'est traduite aussi par des factures de gaz moins chères, un gain de 27%. Évidemment, ça n'est pas parallèle, c'était pas complètement en parallèle puisque les factures de gaz ont augmenté compte tenu des nombreuses situations depuis 2020. Mais il y a un gain énergétique sur à la fois la consommation des énergies primaires, donc le gaz, et puis sur les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Ok. Donc, pour cette dernière diapo, les gains énergétiques de notre immeuble sont donc considérables, vous avez pu le voir, mais il est indispensable, et là je rejoins tout à fait, comme je l'ai dit, Monsieur Monaco, de ne pas regarder uniquement notre immeuble, mais... Alors, on peut parler des sons d'avant. Pardon. Pardon? On va parler, oui, tout à fait. Ah, pardon, Oui, excuse-moi, non, mais pas de souci. j'avais... Donc, là, on souhaitait aussi vous faire partager cette expérience que l'on trouve intéressante, on nous a proposé d'installer un système qui s'appelle, qui est développé par Efficap Energy et qui permet d'avoir un monitoring à plusieurs endroits de notre copropriété, puisque, comme vous l'avez vu, on a plusieurs orientations, plusieurs bâtiments, 3 bâtiments. Et du coup, on a fait installer des sondes pour suivre la température extérieure et les températures intérieures dans certains appartements. Ce système prédictif de chauffage mis en place par Efficap Energy nous permet d'ajuster le fonctionnement de notre chaufferie en hiver. Ça s'appelle l'optimisation prédictive en fonction des prévisions recensées, quoi. Et puis en été, on imagine que ce même système, puisqu'il monitore en permanence les températures dans chacun des appartements, dans 10 appartements, pardon, ce système de monitoring va aussi nous permettre d'identifier des différences de température entre l'extérieur et l'intérieur et voir un petit peu les bonnes pratiques de certains copropriétaires, de certains habitants, de certaines personnes qui habitent l'immeuble pour justement ventiler et ne pas se retrouver en four. Voilà. C'est tout bon, tu peux y aller, Pascal. Excuse-moi, comme j'avais une Pas de présentation souci. aussi à côté sur une tablette, j'avais passé trop vite cette partie-là qui est en effet extrêmement importante, surtout en ce moment avec la canicule. Donc, on peut voir vraiment ce que nous rapportent tous ces travaux, quoi. Donc, ben, voilà, je reprends. Je vous disais que les propos de M. Monaco concernant tout ce qui peut se passer tout autour d'un immeuble sont importantes, hein, parce que même si nos gains énergétiques sont très importants, il est indispensable de regarder et de surveiller ce qui se passe autour, hein. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons rencontré un problème avec la mairie de Paris suite à un permis de construire accordé sur un projet de résidence universitaire. Donc, ce projet répond effectivement à un besoin pressant, hein, compte tenu des nombreuses difficultés rencontrées par nos jeunes étudiants pour se loger, spécialement à Paris, hein. Et donc, toute une partie du projet est tout à fait acceptable.
mais une autre aura de graves conséquences sur les immeubles avoisinants, donc le nôtre, tous les autres, et y compris ce nouvel immeuble qui concerne les étudiants. Donc, je vous explique. Vous voyez ici la photo vue du ciel de l'îlot duquel nous faisons partie. Notre immeuble, c'est la parcelle qui porte le numéro 47, vous voyez, donc qui est en sorte de L. Hein. De l'autre côté, la 48, c'est celle, pardon, la 48, c'est celle d'une école avec sa cour, on verra, une école. Hein. Et la parcelle 46, c'est celle où se situe le projet dont je suis en train de vous parler. Ce dernier consiste pour pouvoir faire cette résidence d'étudiants, à surélever un des immeubles existants, à construire un immeuble dans le petit vide que vous voyez entre les parcelles 47 et 46. Hein. Bon, jusque-là, je dirais pas de souci. Alors, vous constatez que cet îlot est en fait en forme de U. Hein. Or, la dernière partie du projet est de construire un immeuble dans la parcelle 46, hein, cet immeuble qui consiste en fait à fermer le U, hein, quasiment fermer le U, pas tout à fait, mais quasiment fermer le U. Donc ce U, eh ben, il devient en fait un rectangle, un parallélépipède rectangle. Hein. Et c'est là où se situe le gros problème, puisque cette construction va créer, à cause de cette fermeture, hein, sur le reste, il n'y a pas de souci, hein, va créer un énorme puits de chaleur. Donc ce puits, eh ben, ma foi, va rendre certainement invivables les immeubles qui le délimitent, y compris la résidence étudiante elle-même d'ailleurs, hein, et donc va dégrader en quelque sorte une partie des améliorations apportées par les travaux d'isolation réalisés. Quoi. Ce qui fait qu'on arrive à cette aberration que la mairie de Paris, à la fois, nous aide, et on la remercie encore, dans le financement de l'amélioration énergétique, et dans le même temps, ben, malheureusement, la dégrade aussi. Quoi. Voilà. Donc, pour rien vous cacher, nous avons déposé un recours juridique auprès de la mairie et du promoteur, qui est le Crédit Agricole, pour faire évoluer ce projet, qui plus est d'ailleurs n'est, semble-t-il, mais ça c'est un autre problème, pas conforme au nouveau PLU. Voilà notre présentation qu'on avait à vous faire. Merci beaucoup. Un grand merci pour cette présentation du projet de votre copropriété. On a un petit peu moins de temps que prévu pour les questions-réponses. On a commencé quand même à répondre à l'écrit d'ailleurs. Merci beaucoup Laurent. On peut peut-être commencer, pour rester sur la copropriété, sur les températures que vous avez constatées à l'intérieur et à l'extérieur de votre logement, et notamment sur la vague de chaleur très récente. Est-ce que vous avez des retours là-dessus sur votre ressenti en tant qu'occupant? Oui, moi j'en ai puisque globalement quand il faisait, j'ai constaté 10 degrés au plus fort de la canicule, 10 degrés de moins dans mon appartement avec persiennes et fenêtres fermées toute la journée et ventilation le soir à partir de 23h minuit, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas une façon de vivre non plus, hein. On voit bien que on peut pas télétravailler, on peut pas vivre comme ça quand il fait 42 dehors ou 40 dehors et qu'il fait 30, 32 à l'intérieur dans les appartements. C'est beaucoup trop. Voilà, donc 10 degrés grosso modo, voilà, et c'est au mieux, moins 10 degrés. On a aussi beaucoup de questions sur les persiennes métalliques et le choix, l'arbitrage entre des persiennes en métal ou des persiennes en bois avec d'autres matériaux. Monsieur Le Monaco, vous aurez peut-être des éléments de réponse à apporter là-dessus. J'ai vu, effectivement, j'ai déjà essayé d'en répondre à quelques-unes en direct. Euh, il y a, bon, il y a aussi l'implantation, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bâtiments ont un style, une architecture. Parfois, il faut aussi savoir respecter le bâti tout en contournant la règle. Le cas le plus fréquent en site inscrit, notamment dans le cadre des persiennes, évidemment qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que même les fabricants ne se sont pas encore adaptés. Et ça, vous pouvez l'étendre à la ventilation. Il y avait une question aussi, par exemple, sur l'utilisation des aires de cave, ce qui est une très bonne idée, hein, mais qui sont bourrées
de polluants, etc. Donc en fait, aujourd'hui, les fabricants n'en sont pas encore là. Donc aujourd'hui, on est un peu obligé de fabriquer des solutions un peu intermédiaires. Dans le cadre des persiennes, par exemple, bon, on respecte l'architecture. Donc nous, ce qu'on va faire, par exemple, sur des cadres d'architecture qui sont plutôt classés, c'est qu'on va venir compléter le dispositif. Ce qui pose problème de la persienne métallique, c'est qu'elle emmagasine de la chaleur parce qu'elle est exposée au soleil. Donc en fait, nous, ce qu'on va essayer de négocier avec la ville, les ABF, c'est plutôt de rajouter une tonnelle invisible du coup quand elle est là, qui permet aussi d'éviter de fermer complètement et donc de se retrouver dans le noir avec des persiennes en journée, et donc aussi de profiter de l'habitabilité. Donc ça paraît un petit peu de mettre une couche sur une nouvelle couche, mais c'est quelque chose quand même qu'on emploie régulièrement en ce moment, c'est-à-dire de proposer des dispositifs un peu alternatifs, le temps aussi que les matériaux s'adaptent, les fournisseurs s'adaptent. Nous, vraiment, on a gagné en gain, même si effectivement c'est en aluminium, nos personnes sont en aluminium, on a gagné quand même par rapport au plastique qu'on avait avant, hein. Enfin, c'était. Et alors, Tout à fait. effectivement, l'avantage de l'aluminium, c'est que c'est un radiateur chaud comme un radiateur froid. Mm. C'est-à-dire que, OK, pendant la journée, comparé au PVC, ça reste un bien meilleur choix. Ça reste pas le meilleur choix parce que bah, parfois, juste la fabrication du bâtiment fait que bah, il faut trouver quelque chose. Mais par contre aussi, ça veut dire que ça se rafraîchit beaucoup plus vite que le métal ou le Mm. PVC. Donc, d'une certaine manière, on trouve aussi les solutions avec les fournisseurs qu'on a aujourd'hui et c'est pas toujours facile, ouais. On avait des Mm. contraintes aussi de reproduction à l'identique, donc Mm. la même couleur. On avait cette, comme l'immeuble a été construit par Simon Epstein, donc c'est un immeuble, c'est pas qu'à un petit cachet quoi, avec les terrasses babyloniennes et puis le toit terrasse. Donc on souhaitait respecter l'esprit initial. Et d'ailleurs, la mairie de Paris certainement l'aurait aussi demandé, hein. On n'avait pas envisagé de mettre tout blanc. Mm. On avait ce rythme des, des, des fenêtres et des volets. On a également une question sur, pardon, je parcours les questions. Est-ce qu'on peut revenir sur l'explication de la sonde prédicative pour l'immeuble de Belleville? Je vais remettre la diapo très rapidement. Oui, donc il y a une dizaine de sondes dans les appartements, dans les pièces à vivre des appartements, et une sonde extérieure. Et donc l'idée, c'est d'avoir un monitoring de la température extérieure et de la température intérieure à différents endroits. Enfin, on a une partie de l'immeuble qui est, enfin, de la copropriété qui est avec des immeubles nord-sud et l'autre est-ouest. Donc, ça nous permet d'essayer d'avoir une température de minimum 18-19 l'hiver. C'est très important pour l'hiver. Jusqu'à présent, on n'a pas essayé de l'exploiter pour l'été, mais évidemment, ça génère du chauffage en période d'hiver, mais ça permet aussi de comprendre ce qui se passe l'été. Est-ce que c'est Et, clair? Vas-y, Pascal. non, non. Et ça permet également de pouvoir, nous, tout en gardant évidemment un peu secret ces résultats qu'on a, de voir auprès des copropriétaires lesquels, par exemple, aèrent dans la nuit ou pas leur appartement, quoi, et pouvoir voir avec eux en disant ben, vous pourriez peut-être avoir moins chaud si ceci, cela. Voilà. Et puis, ça permet également d'optimiser, là, alors par contre, en hiver comme en été, mais surtout en hiver, la température, par exemple, également des eaux chaudes, même, je dirais. Hein. Donc, sinon, c'est un système de monitoring qui est très intéressant, hein, et qui est directement relié à nos chaudières de chauffage. Une question également plutôt sur le droit de la copropriété. Est-ce que les personnes sont considérées comme des parties privatives ou relevant de la copropriété? De manière générale, ce sont plutôt des... Oui, vous voulez peut-être répondre, monsieur Le Oui. Chaque règlement de copropriété est différent. Il faut se rendre compte que la création du règlement même de copropriété date d'une époque
plus ou moins révolue aujourd'hui, qui est l'avant Seconde Guerre mondiale. Et donc même dans les années 60, on a commencé à réécrire des règlements, et c'est pour ça que parfois il y a beaucoup de règlements différents. Et on sent que ce positionnement-là, il s'est fait entre les années 50 et 70, parce que les rénovations commençaient déjà à voir le jour. Donc c'est un document qui n'est pas unique. Bon, il y a une réglementation quand même autour de sa formalisation, mais il y a des documents de règlement de copropriété qui datent de 1920 qui sont pas du tout au goût du jour et qui définissent les parties communes de manière très vague, aussi parce qu'il y a des démembrements, hein. Il faut se rendre compte que nous vivons un 21e siècle avec des règlements obsolètes, puisque ces immeubles étaient construits par des personnes, gérés par des personnes, unique propriétaire pour devenir copropriétaire aujourd'hui. Donc nous subissons une situation de gouvernance qui n'a jamais été pensée ou fatalement revue sur les notions de propriété. Hein. Avec aussi le Code civil, hein, l'usus abusus fructus, qui vient foutre le bazar dans nos usages en tant que locataire, en tout cas habitant. Voilà. Alors, de manière pratique, nous, on a considéré que tous les volets étaient pour la copropriété, étaient collectifs, hein, et que par contre les fenêtres étaient privatives. Voilà. Mm. Parce que pour garder une homogénéité dans l'ensemble de la copropriété, il n'était pas question qu'il y ait des volets qui soient refaits, puis pas d'autres. Donc voilà. Après, les fenêtres, il y avait quand même beaucoup de copropriétaires qui avaient déjà fait des changements de fenêtres donc en double vitrage pour leur propre confort, notamment sonore, hein, phonique, hein, l'isolation phonique. Donc voilà. Ça, c'était les fenêtres étaient privatives et les volets collectifs. Et c'est vrai qu'on a des disparités assez importantes en fonction des copropriétés. C'est impressionnant. Et même à l'intérieur des copropriétés, lorsque les bâtiments ont été fabriqués à des époques différentes, on a des règles différentes en fonction des bâtiments. Mm. Oui. Tout à fait. Donc, Bah, pour les fenêtres, regardez votre règlement de copropriété. mm. Pour les fenêtres, par exemple, c'est vrai que chaque propriétaire s'occupe de sa fenêtre. Alors, le seul petit souci qu'on a eu, c'est pour faire les percements des fenêtres dont je vous ai parlé pour les entrées d'air hautes sur les pièces à vivre, hein. Normalement, on ne peut pas les faire si elles ont plus de 10 ans. Donc, il a fallu qu'on fasse signer des autorisations par les propriétaires qui avaient des fenêtres de plus de 10 ans. Une question très rapide sur qui était votre maître d'œuvre et assistant à maîtrise d'ouvrage sur le projet. Pour Euh, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, du coup, c'est Solia, c'est une AMO publique dans le cadre d'Éco-Rénovons Paris Plus. C'est-à-dire le maître d'ouvrage, c'est donc nous, maître d'ouvrage délégué, c'est notre syndic qui est Sergic, hein. Et puis le maître d'œuvre bureau d'études, c'est donc ABC Domus, hein, et c'est lui qui a procédé à tous les appels d'offres et puis suivi les travaux tout au long du chantier. On a une question également sur l'ITE, donc l'isolation thermique par l'extérieur et le déphasage en été. Est-ce qu'on pourrait revenir dessus? Je vais peut-être repasser sur vos slides, Monsieur Le Monaco. Voilà. Sur le déphasage, il va y avoir... comment l'expliquer simplement? En gros, un isolant, ce qu'il faut comprendre, c'est que un isolant, il fonctionne extrêmement bien en hiver, mais que ça peut devenir clairement une épine dans le pied en été. Mm. Puisque finalement, ce qui va se passer, c'est que en hiver, on retient le froid à l'extérieur et on maintient le chaud à l'intérieur. Et en été, ce qu'on veut, c'est l'inverse. Donc, il va falloir éviter ce qu'on cherche en hiver, à savoir faire rentrer le soleil et donc, du coup, avoir plus de wattage que de la consommation d'énergie en production d'énergie. Et donc, en fait, ce qu'on essaye de chercher dans le déphasage, c'est le point médian. On essaye de savoir à quel moment, en fait, il faut une taille de vitrage suffisante pour que ça fonctionne en hiver, mais aussi pour que ça ne surchauffe pas en été. Mm. Ça concerne principalement la construction neuve. Aujourd'hui, quand on travaille en site existant, bon, bah, on fait avec et on essaye soit d'adapter l'isolant pour trouver ce point,
soit de protéger mieux. Et c'est pour ça que globalement, nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt la protection solaire, parce que bah, c'est le seul moyen finalement et de permettre la ventilation sans subir le soleil et aussi d'éviter l'apport d'énergie. Si je pouvais rajouter que ce qui est évidemment très important en été, c'est de pouvoir faire un courant d'air. On a l'avantage sur notre immeuble d'être un immeuble dit traversant. Donc, on peut facilement ouvrir toutes les fenêtres d'un côté, ça crée un flux et évidemment une fraîcheur un petit peu meilleure, hein. D'où l'intérêt, je reviens sur la dernière chose dont on a parlé, d'où l'intérêt que, bon, d'un côté, on a la rue, mais de l'autre côté, qu'on n'ait pas ce puits de chaleur qui est en train de se créer, quoi. Voilà. Mm. Et je peux même compléter ce que vous dites. Aujourd'hui, grâce à l'expérience malheureuse, mais malgré tout extrêmement intéressante de la semaine dernière, on a pu observer des comportements dans plusieurs. On a à peu près une centaine de copropriétés à notre actif. Voilà, donc on a été beaucoup appelés la semaine dernière. Mais du coup, on a pu aussi faire remonter un certain nombre d'informations qui sont extrêmement intéressantes. Par exemple, quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé, mais l'utilisation de la cage d'escalier. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont ouvert les cages d'escalier. Donc, ça comme une cheminée pour faire rapporter du froid dans l'immeuble. Et donc, en fait, l'idée de la colonne d'air, elle est hyper intéressante. Alors, évidemment, on est anti-réglementation incendie dans ce cas-là, hein, donc il va falloir retravailler cette question-là. Mais c'est quelque chose quand même qu'on voit dans les logements anciens, je pense à Lyon, à Bordeaux, etc., avec des trous à certains moments donnés dans les portes pour pouvoir laisser passer l'air et ventiler les appartements. Aujourd'hui, il faudrait potentiellement aussi travailler sur des systèmes qui utilisent les puits d'air et notamment les cages d'escalier. Mais on peut aussi réfléchir aux courettes. C'est pour ça que notre idée qui est de protéger les courettes des sorties de clim, c'est super intéressant parce qu'en bâchant certaines cours, on arrive à accélérer la puissance de tirage des courettes. Donc on arrive aujourd'hui, c'est des techniques qu'on connaît depuis des millénaires, mais qui n'ont jamais été vraiment mis en application dans notre système aujourd'hui, parce qu'il n'a jamais été tiré à ce point dans son hygiénisme d'une certaine manière, hein. C'est-à-dire que les volontés du 19e siècle, au final aujourd'hui, on peut prolonger un petit peu ce début de. Mais ça demande quand même de connaître extrêmement bien le bâti et de s'adapter. Écoutez, il est 19 heures, donc je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Merci beaucoup pour ces interventions extrêmement intéressantes. C'était un plaisir de vous écouter. Hop, je retourne sur la fin simplement pour, euh, pour vous redire qu'on a donc des rendez-vous à venir côté APC. Vous pouvez tous les retrouver sur l'agenda de l'Agence parisienne du climat. Et puis, cette présentation vous sera envoyée par mail à l'issue de ce webinaire dans la semaine et vous avez un certain nombre de liens et également nos contacts juste ici. Écoutez, merci beaucoup. C'était super Merci à intéressant. vous. C'était Merci à très vous. intéressant. Merci à Merci beaucoup. On vous. reste en contact si vous avez d'autres questions. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci.